Bien, bonjour. Suite à Marie-Noëlle Lienemann, Monique Vézinet et Riva Gerchanok, je vais essayer de vous présenter le lien concret qui doit exister entre la laïcité comme principe d'organisation de la République sociale et la République sociale elle-même. Car le problème pour nous, c'est de retrouver les chemins de l'émancipation. Et l'idée que nous développons, c'est justement l'émancipation, c'est de lier la laïcité et puis la République sociale, qui est le modèle politique au sein duquel l'émancipation peut avoir lieu. Alors d'abord, la première idée que je voudrais présenter devant vous, c'est la nécessité d'une vision holistique du système politique et social. Holistique, ça veut dire global. Parce que, vous savez, il y a des organisations qui veulent défendre la laïcité indépendamment de ses liens charnels avec le modèle politique qui l'entoure. Et si on supprime ce lien charnel de la laïcité avec le modèle politique qui lui permet d'agir, il n'y aura jamais, je dirais, d'avancée laïque. Et d'ailleurs, depuis la Révolution française, le laïque d'un côté et le social et politique de l'autre ont reculé ou avancé de façon concomitante. Jamais une avancée laïque n'a eu lieu sans avancée sociale, et jamais d'avancée sociale sans avancée laïque. C'est une réalité de l'histoire de France. Alors ceux qui veulent faire avancer la laïcité en maintenant le même système dans lequel nous sommes, eh bien c'est ces personnes-là qui partent d'un bon sentiment, mais en fait ne sont pas en mesure d'éviter les reculs de la laïcité. D'ailleurs, les reculs de la laïcité, on va le voir, je dirais, dans les minutes qui vont suivre, c'est tous les ans. Tous les ans, il y a un recul laïque. Là, je n'ai pas le temps de faire l'histoire, je dirais, de l'ensemble des reculs laïques depuis les ordonnances du général de Gaulle de 1967, qui était déjà un recul pour la Sécu, mais en même temps, il y a eu les reculs de la loi Debré et de la loi Germer, loi Debré en 59, loi Germer en 67, et que donc, si on veut avoir une chance de faire avancer la laïcité, il faut d'abord recréer la République sociale. Je rappelle que la République sociale, elle a fonctionné très peu de temps pendant la Révolution française. Très peu de temps. Elle a ressurgi à la Révolution de 48, elle a ressurgi à la Commune de Paris. Elle a ressurgi lorsqu'il y a eu la refondation républicaine entre 1880 et 1910. Elle a ressurgi au moment du Front populaire. Elle a ressurgi avec le Conseil national de la résistance. Donc la République sociale, c'est de reprendre cette histoire de France, mais par les bons côtés. Et que si on n'a pas cette vision d'ensemble de la République sociale, eh bien, soit le principe républicain subit des dérives, soit on n'arrive pas à s'opposer, je dirais, à la logique du système. Et donc, pour nous, cette liaison, elle est totalement charnelle. Alors, une chose a lieu en ce moment, c'est que l'ensemble des principes républicains, que je détaillerai un peu plus loin, ils sont devenus glissants et confus. Pendant
près de 2 siècles, tout le monde était d'accord sur les définitions des principes républicains. Je donne un exemple. Jean Jaurès et le pape de l'époque, ils avaient la même définition de la laïcité. La différence, c'est qu'il y en a un qui était pour la laïcité et un qui était contre. Mais ils parlaient la même langue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec le mouvement réformateur néolibéral, il y a une novlangue, il y a un relativisme culturel. Tout le monde aujourd'hui se dit laïque. Les mêmes qui s'opposaient à la laïcité contre Jean Jaurès et Aristide Briand au moment de la Troisième République, aujourd'hui se disent laïques. Mais chacun a sa définition, contradictoire avec celle du voisin, et on ne parle pas la même langue. Et ça ne joue pas simplement sur le mot laïcité, ça joue sur l'ensemble des principes républicains. Le mot république, par exemple, il est galvaudé. Les anciens anti-républicains, qui existent toujours aujourd'hui, se disent républicains. Aujourd'hui, par exemple, je vais m'arrêter là avec le mot démocratie. Savez-vous que pendant la Révolution française, il y avait un débat entre 2 personnages, Condorcet d'un côté qui défendait la démocratie, et puis l'abbé Sieyès qui était contre la démocratie, qui était un révolutionnaire mais contre la démocratie, et qui en fait défendait le gouvernement représentatif pour s'opposer à la démocratie. Et le gouvernement représentatif, c'était uniquement le vote et le refus des 3 autres conditions de Condorcet, qui étaient que chacun peut exprimer une position et que toute position doit pouvoir être débattue et que le citoyen doit rester maître, même à l'intérieur d'une mandature, c'est-à-dire qu'il fallait le référendum d'initiative citoyenne, il ne prononçait pas ces mots-là, mais c'est ce qu'il voulait dire, et le référendum révocatoire. Ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui sur TF1 et France 2, c'est ce que Sieyès appelait le gouvernement représentatif pour éviter la démocratie, car, disait-il, la France ne saurait être démocratique. La République, lorsqu'elle se crée, elle se crée principalement autour de 3 principes, liberté, égalité, fraternité. Mais nous pensons que la complexité du monde augmentant, il faut rajouter un certain nombre de principes. Et que pour nous, la République sociale, qui bien sûr n'a pas grand-chose à voir avec le système néolibéral actuel, il se constitue autour d'une dizaine de principes. Liberté, égalité, fraternité, parce que là on a un lien historique avec la création de la Première République le 22 septembre 1792 pendant la Révolution française, et puis les républiques qui ont suivi. Égalité, fraternité, bien sûr la laïcité, qui est une pierre angulaire, la démocratie, la solidarité. Vous savez, la solidarité, avec comme définition, à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens, et le principe de solidarité, il a été appliqué à l'échelle de la nation par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 portant création de la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qui assure la solidarité depuis 1945. Ensuite, le principe d'universalité. Mais le principe d'universalité, pas une universalité formelle, une universalité concrète. Riva Gershonov disait à l'instant que dans les quartiers populaires,
on dit bah, tout le monde est égaux puisqu'on est dans la République. Eh bien non, tout le monde n'est pas égaux parce qu'on n'a pas le même accès aux services publics, on n'a pas les mêmes accès à toute une série de choses, et que donc, pour nous, le principe d'universalité, c'est un principe d'universalité concrète. Et que de ce point de vue-là, nous nous opposons à certains qui parlent uniquement d'universalité, mais formelle. En disant le principe doit être universel, mais on peut fermer les services publics dans les quartiers populaires. Vous voyez ? Nous estimons que l'universalité doit être concrète. Sûreté, sécurité, souveraineté populaire, et nous nous rappelons que le peuple français a dit non au traité constitutionnel européen en 2005, et que la classe politique a dit bah, puisque vous dites non, ce sera oui. Et puis, le développement écologique et social, qui doit devenir un principe de la République sociale aujourd'hui, parce que réchauffement climatique, parce que on emprunte à la société plus que ce que le monde est capable de régénération, et que donc le développement écologique et social doit devenir un principe constitutif de cette République sociale. Alors ces 10 principes que j'ai rapidement présentés, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais je vais prendre un exemple, c'est la laïcité, j'en prends un sur les 10. Et bien évidemment, le réseau éducation populaire sera tout à fait prêt de faire la même chose sur les 9 autres principes. Parce que comme la laïcité, tout le monde a sa petite définition, et souvent contradictoire avec les autres. Pour certains, la laïcité, c'est la même chose que la tolérance. Pour certains, la laïcité, c'est le bien contre le mal. Pour certains, la laïcité, c'est contre les religions, alors que la laïcité assure la liberté de culte, etc., etc. Alors, je vais donner définition de la laïcité, qui est pour moi la définition historique de la laïcité. Cette définition historique, elle s'appuie sur 4 items. Premier item, la liberté de conscience. Et c'est placé en tête. Cette liberté de conscience, elle implique liberté d'expression. Elle implique liberté d'opinion. Elle implique liberté de culte. Elle implique aussi la liberté de critiquer les religions. Mais pas de critiquer les hommes qui pratiquent tel ou tel culte. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième item, le principe d'universalité concrète. Troisième item, c'est le principe de séparation. Le principe de séparation, c'est d'un côté la société civile, de l'autre côté la sphère de l'autorité politique et ce que Condorcet appelait la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire l'école, les services publics et la sécurité sociale. Même s'il n'y avait pas la sécurité sociale du temps de Condorcet, bien évidemment. Mais on a le droit d'actualiser un principe. Comprenez bien ce qu'est la société civile. La société civile, c'est tout ce qui est privé. Mais la société civile, c'est toutes les organisations. Les partis politiques, les syndicats, les associations font partie de la société civile. Et c'est le domaine public où justement la citoyenneté s'établit. C'est-à-dire que la rue, la plage,
fait partie de la société civile, des lieux où la société civile doit avoir la liberté maximale. Et donc la société civile, c'est tout ce qui n'est pas sphère de l'autorité politique et sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire école, service public, sécurité sociale. Et quatrième item, excusez-moi, quatrième item, c'est que le lien politique que nous avons entre nous ne demande pas de lien religieux préalable. Ça, c'était la définition qui correspondait, je dirais, à l'histoire. Mais aujourd'hui, on a trois dérives par rapport à cette laïcité. Ça a été dit tout à l'heure. D'abord, la laïcité d'imposture, qui existe à gauche, c'est-à-dire qui emploie le mot laïcité comme cache-sexe du communautarisme ou comme cache-sexe des luttes identitaires. Deuxième dérive, la laïcité usurpée, que l'on trouve à l'extrême droite, très fortement développée en ce moment. La laïcité usurpée, contrairement à la laïcité, elle est anti-religieuse, parce qu'en général, comme ça a été dit tout à l'heure, elle ne cible qu'une seule religion. Dans le temps, c'était le judaïsme. Parce qu'il faut toujours se rappeler l'affaire Dreyfus et ce qui s'est passé entre 40 et 45. Mais aujourd'hui, c'est l'islam. La laïcité, elle n'a pas à fustiger une religion. Elle a à permettre que les religions puissent pratiquer leur culte. Par contre, elle s'oppose aux intégrismes de ces religions. Mais ce n'est pas à la religion elle-même. Troisième dérive, c'est la position néoconcordataire. Alors là, c'est assez facile parce qu'on a la chance d'avoir Victor Hugo, qui définit ce qu'était la laïcité le 15 janvier 1850, quand, en tant que député, il s'exclame à la Chambre des députés en disant « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». L'État n'a pas à s'occuper de comment fonctionne le culte, et le culte n'a pas à s'occuper des affaires politiques et des affaires civiles de l'État. Et que donc ces trois positions, anti-Victor Hugo, laïcité usurpée de l'extrême droite, laïcité d'imposture qui malheureusement existe à gauche, totalement importée des États-Unis, mais ça, le sociologue Frédéric Pierru cet après-midi partira de la sociologie de Bourdieu pour montrer ce que ça veut dire. Et bien évidemment, ces trois dérives, ceux qui pratiquent ces dérives ont des définitions de la laïcité qui n'ont rien à voir avec la laïcité historique. Alors la laïcité, définie comme je viens de le faire, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une opinion, c'est uniquement un principe d'organisation sociale et politique. On est d'accord avec le principe d'organisation sociale et politique, on est laïque, on est en désaccord, on est contre la laïcité. Donc ça veut dire, et ça c'est très important, on peut être laïque et athée. On peut être laïque et croyant. On peut être anti-laïque et athée. On peut être anti-laïque et croyant. C'est-à-dire que laïque, anti-laïque, ça n'a rien à voir avec le clivage croyant-athée. Dans le camp laïque en France, il y a des gens qui croient et il y a des gens qui sont athées ou agnostiques. Et donc je répète,
la laïcité, c'est uniquement un principe d'organisation sociale. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans la sphère de l'autorité politique, par exemple dans cette salle, eh bien on ne peut pas arborer un signe religieux. Voilà. C'est un système d'organisation qui fait qu'ici, c'est pas possible. Voilà. Bon. Je parle pour ceux qui sont... C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui déclare en dernière instance ce qui correspond à la laïcité. Et il y a deux articles très importants dans cette Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'article 9.1 et 9.2 que je vous montrerai rapidement dans quelques minutes. L'article 9.1, c'est l'article qui dit que la liberté est maximale. C'est ce qui doit fonctionner. Ça, c'est l'article 9.1. Et l'article 9.2, c'est celui qui dit s'il y a des restrictions, ces restrictions doivent être notées dans la Constitution ou dans une loi. La laïcité telle qu'elle est, nous avons aujourd'hui un nouveau défi pour ceux qui sont favorables à la laïcité, c'est qu'arrivent des États-Unis, ce qu'on appelle le wokisme, mais je préfère dire la gauche identitaire, et qui en fait veut remplacer les luttes sociales et les luttes de classe par des luttes identitaires, en assignant chaque personne dans une identité. Si je suis noir, si je suis femme, je suis obligatoirement une victime. Si je suis blanc, je suis un oppresseur. Alors qu'en réalité, si au lieu d'avoir ce type de clivage de lutte identitaire, vous avez le clivage lutte sociale, eh bien vous vous apercevez, eh bien, il n'y a que des oppresseurs qui sont noirs et des oppresseurs qui sont des noirs qui sont victimes, et il y a bien sûr des blancs oppresseurs et des blancs qui sont victimes également. Et ça, l'intervention du sociologue Frédéric Pierru en début d'après-midi reviendra bien évidemment là-dessus. Et puis, la laïcité telle qu'elle est, eh bien nous sommes actuellement dans un moment que je qualifie d'extrême centre. Et ce n'est pas une invention de ma part, c'est une invention de l'historien Pierre Cernac, un des grands historiens de la Révolution française, qui a écrit un livre assez remarquable que je vous incite à lire, qui s'appelle L'extrême centre et le poison français. Et il montre il met Napoléon Ier, Napoléon III et notre président actuel dans une forme d'extrême centre. Et chaque fois qu'il y a eu une forme d'extrême centre, eh bien, il y a des attaques contre la laïcité. Je rappelle d'ailleurs que la séparation de l'Église et de l'État, c'est la Révolution française qui l'a voté la première fois, c'est Napoléon qui a rétabli le Concordat. Deuxième fois, ça a été la Commune de Paris, etc., etc. Voilà. Et donc, il y aura une table ronde en fin de journée pour, je dirais, voir les attaques contre la laïcité effectuées, y compris par le pouvoir qui est actuellement en France, notamment à l'intérieur de la loi confortant les principes de la République, où on a plutôt parlé d'autre chose, mais il y a des petits articles qui permettent le financement public des organisations religieuses à l'intérieur de cette loi confortant les principes de la République, et donc je vous renvoie à ce qui se passera cet après-midi. Donc vous voyez, là on va passer vite,
l'article 9.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et là l'article 9.2 qui permet les restrictions. Et quand il y a eu, par exemple, des islamistes français qui ont combattu la loi du 15 mars 2004, eh bien, c'est monté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et comme il y avait une loi, voilà. Et que par contre, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État italien qui voulait supprimer, enfin plutôt la justice italienne voulait supprimer des croix de 7 mètres dans l'école publique italienne, mais comme ce n'était pas marqué dans la Constitution italienne et ni dans une loi, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ces croix devaient rester. Vous voyez ? Donc ça veut dire très clairement, et je suis persuadé que certains d'entre vous viennent d'apprendre quelque chose, que sur le plan juridique, et en tout cas sur la défense de la laïcité, le principe de laïcité, il est aujourd'hui défendu par l'article 9.1 et 9.2 de cette convention. Je rappelle que la Convention européenne des droits de l'homme n'a strictement rien à voir avec l'Union européenne, et que ça dépend du Conseil de l'Europe, et que cette Cour européenne, il y a 47 pays qui ont signé cette convention. Les 4 premiers textes juridiques de la laïcité en France, bien sûr, la loi du 9 décembre 1905, qui n'est que la 3e fois où on a séparé les églises et de l'État, mais bien évidemment, pour les laïcs, c'est la loi de 1905 sans les 17 viols qui ont eu lieu sur cette loi depuis. Donc c'est la loi du 9 décembre 1905 telle qu'elle avait été votée. Et les 3 circulaires de Jean Zay du Front Populaire, la circulaire du 1er juillet et du 31 décembre 1936 et celle du 15 mai 1937. Et donc, lorsque, après la libération, eh bien les 4 textes juridiques qui tenaient compte de la laïcité, c'était la loi du 9 décembre 1900 et les 3 circulaires. Et je précise, pour que les choses soient claires, c'est que le fait d'interdire les signes religieux à l'école date du Front Populaire. C'est très exactement la circulaire du 15 mai 1937 de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front Populaire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a la loi du 15 mars 2004 ? Eh bien tout simplement parce que Lionel Jospin, dans la loi d'orientation scolaire de 1989, a mis un article 10 qui provient de la Convention des droits de l'enfant et dont la jurisprudence a donné que les droits de l'enfant sont les mêmes à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. Et donc, on ne peut plus interdire les signes religieux à l'école. Et je me rappelle très bien d'une discussion que j'avais eue avec Marsolon, qui était à l'époque vice-président du Conseil d'État. Et je lui avais dit, vous avez fait un arrêt du 27 novembre 89 autorisant les signes religieux à l'école, et il m'a dit, mais votre position, elle est tout à fait légitime, sauf qu'elle n'est plus légale. Parce que l'arrêt, parce que le Conseil d'État ne fait pas la loi, il dit la loi. Et comme l'arrêt du 27 novembre 1989 du Conseil d'État arrive postérieurement à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989, eh bien, ils ont tenu compte effectivement de cette loi-là. Et il m'a dit, mais votre position est légitime, mais dans ce cas-là, vous savez ce qu'a fait une loi, une autre loi peut la défaire. Il vous reste donc, puisque la loi est supérieure à la circulaire, maintenant il vous reste
Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une bataille de 13 ans, entre 1989, comme l'a expliqué Monique Vézinet tout à l'heure, jusque, disons, le 17 octobre 2003, où le vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme est venu à la commission Stasi et leur a expliqué que la France serait systématiquement condamnée si elle ne fait pas de loi et si elle interdit les signes religieux à l'école. Et donc l'affaire a été pliée dès le lendemain, le 18 octobre, et on est arrivé comme ça à la loi du 15 mars 2004. Est-ce que la laïcité c'est franco-français ou est-ce que la laïcité c'est un principe planétaire? On entend beaucoup de bêtises là-dessus. Effectivement, la laïcité est née en France. La laïcité est née en France au moment de la Révolution française, ou plutôt dans la deuxième partie de la Révolution française. Et je fais partie, comme plusieurs historiens que j'ai lus, que c'est dû au fait que la France est le seul grand pays d'immigration depuis le XIIIe siècle en Europe. Il y avait deux grands pays d'immigration au XIIIe siècle, c'était la France et l'Espagne. Et vous savez qu'Isabelle la catholique, à la fin du XVe siècle, a viré les musulmans et les juifs d'Espagne, et effectivement, l'Espagne a perdu, disons, cette qualificative de terre d'immigration, et la France est restée cette terre d'immigration. Et comme il y a de plus en plus de migrations internationales pour des causes diverses, ça explique pourquoi, aujourd'hui, la bataille laïque, elle est totalement planétaire. Lorsqu'une association que certains connaissent ici, qui s'appelle Femmes Solidaires, vous connaissez peut-être cette association féministe, quand elle a organisé les relations laïques internationales, il y a eu 80 délégations. Et puis, moi je trouve que la laïcité, elle a des martyrs. D'abord, en 1965. Et elle a des martyrs quand certains ont défendu la laïcité dans des pays musulmans. Je rappelle qu'en 1965, il y a eu 800 000 morts. Principalement des communistes, des militants de gauche, des intellectuels, enfin tous ceux qui voulaient la laïcité en Indonésie. Et je rappelle quand même que Mohamed Boudiaf a été assassiné en tant que président de l'Algérie parce qu'il avait voulu installer la laïcité en Algérie en 1992. Et plus près de nous, nos camarades Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, deux députés du Front Populaire en Tunisie, ont été lâchement assassinés par des terroristes islamistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des déclarations qu'ils voulaient installer la laïcité en Tunisie. Donc de ce point de vue-là, nous, en tant que militants laïcs et sociaux, nous n'avons toujours ça dans la tête, que Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, ils étaient de culture musulmane. Mais ils ont été assassinés parce qu'ils voulaient installer la laïcité. Donc la laïcité, elle n'est pas anti-religieuse, pas plus anti-catholique qu'anti-musulmane ou anti-juive. Alors ça, je voulais quand même le rappeler, parce que c'est pas suffisamment sûr. Alors tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire ce lien entre la laïcité et la République sociale, vous allez me dire, bon bah tout ça, on est bien éloigné de ce que nous vivons aujourd'hui.
Ben oui. Si on veut la République sociale qui nous permettrait d'avoir la laïcité, eh ben il faut une rupture démocratique, parce que notre démocratie est chancelante. Je rappelle par exemple qu'en 2021, 87% des 18-24 ans se sont abstenus aux élections. Les 25-34 ans se sont abstenus à 83%. Et l'ensemble des ouvriers et des employés qui sont majoritaires en France se sont abstenus à 70%. Voilà donc un vrai problème démocratique. Et donc il faut réinstaller la démocratie en France. Il faut une rupture laïque, parce que les actions anti-laïques chaque année, et puis le fait qu'on ait 5 départements où la laïcité est légale, mais disons il est légal de bafouer le principe de laïcité dans ces pays-là, dans ces départements. Bien sûr les 3 départements alsaciens, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, la Guyane et Mayotte. Il faut une rupture sociale, parce qu'aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres plus pauvres. Si le plus grand nombre s'appauvrit et qu'une petite minorité s'enrichit, vous croyez qu'on peut avoir un débat serein sur la laïcité en France? Je ne le pense pas. Et puis il faut une rupture écologique, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la bataille laïque de l'ensemble des batailles démocratiques, sociales, écologiques nécessaires. C'est ce que j'ai appelé la vision holistique. Et là-dessus, là où il faut débattre, c'est la République sociale, c'est bien sûr la sphère de constitution des libertés dont j'ai parlé tout à l'heure, de la sortir du marché, l'école, les services publics, la sécurité sociale, et bien sûr l'hôpital, puisque, comme vous le savez tous, les salariés de l'hôpital sont payés par la sécurité sociale, et pas par l'État. Il y a une indispensable refondation européenne à effectuer, tout simplement parce que elle a une influence aujourd'hui. Alors je ne rentre pas dans le détail comment faire cette refondation, mais quand on voit par exemple que le développement des complémentaires santé contre la sécurité sociale, c'est parce qu'on a été obligé d'appliquer la directive Solvabilité 2 au moment du gouvernement Jospin en 2001. Nous pensons également qu'il est nécessaire de réindustrialiser le pays sous transition énergétique. Parce que le fait d'avoir vécu dans ces 30 dernières années un mouvement de désindustrialisation massive fait que la France décroît et que donc elle est passée de la 2e à la 7e puissance en 50 ans. Et puis ensuite toute une série de débats de ce genre. Également, et j'arrive ça à la fin, c'est que, et ça c'est un peu une entrée en matière par rapport à ce que fera Frédéric Pierru, c'est qu'aujourd'hui se développe en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, le primat des identités
et en même temps l'atomisation néolibérale. Et bien évidemment, ce n'est pas comme cela que l'on peut développer la solidarité, la laïcité, etc. Il faut un projet collectif, et un projet collectif ne peut pas aller de pair avec le fait que 1% de la population a multiplié en 2 ans son patrimoine par 3, pendant qu'il y a une décroissance, je dirais, du plus grand nombre. Alors, je vais quelques positionnements laïques. Il faut en finir avec les dérogations d'Alsace-Moselle, de Guyane, de Mayotte. Il faut déjà supprimer les subventions publiques facultatives aux écoles privées. Je rappelle que 95% des écoles privées sont des écoles catholiques. Et que la laïcité, historiquement, ça a toujours été fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. Je signale que c'était comme ça jusqu'en 1959. C'est la loi Debré, en 1959, qui a organisé le financement public des écoles privées confessionnelles. Également sur la laïcité, parce qu'il y a des gens qui veulent supprimer les signes religieux partout, je voudrais, avant de terminer, dire la chose suivante. La laïcité doit trouver application à partir du principe suivant. Une situation particulière ne se règle pas par des dispositions particulières. Il faut trouver une réponse qui s'applique à tous. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction générale au nom de la laïcité. Le principe de laïcité n'autorise pas, par exemple, de supprimer des signes religieux sur l'ensemble du territoire. Ça ne peut se supprimer que dans certains territoires pour des raisons d'ordre public, à condition d'être voté dans une loi ou noté dans une constitution. C'est ça aussi l'article 9.1 et 9.2 de la Cour européenne des droits de l'homme. Et que donc, et c'est pour cela qu'à juste titre, les mairies de droite et d'extrême droite qui ont interdit les burkinis sur la plage ont été retoqués à juste titre. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction générale liée à la laïcité. La laïcité, elle doit définir. Et je rappelle que l'interdiction des signes religieux, c'est la sphère de l'autorité politique et c'est la sphère de constitution des libertés. C'est-à-dire à l'école publique, c'est-à-dire dans les services publics et également dans tout ce qui est financé par la sécurité sociale. Et donc là, ça permet d'éviter, je dirais, des surenchères de la laïcité usurpée, et que vous voyez donc la difficulté dans laquelle nous sommes. C'est que nous devons éviter les surenchères de l'extrême droite avec la laïcité usurpée. On doit également lutter contre la laïcité d'imposture qui existe à gauche, où on voudrait autoriser l'ensemble des signes religieux partout. Et puis bien sûr, sur le fait que, sur le problème des financements. Et ça, vous verrez ça dans la loi confortant les principes de la République. Arnaud de Morny vous montrera par quels moyens, en décembre 2021, il y a eu, je dirais, un soutien financier à l'Église catholique de grande portée qui faisait atteinte, en fait, au fait que il n'est pas possible de subventionner, je dirais, une structure religieuse à partir
de l'argent public. Alors bien évidemment, nous vivons un moment difficile parce que c'est nouveau. Il y a une montée très forte de la sécularisation. Mais en même temps, il y a une poussée des identités, du communautarisme et de l'intégrisme. Et ça, c'est une particularité de la période. Mais c'est une particularité de la période parce que la poussée des communautarismes, la poussée des identités, elle est favorisée par le mouvement réformateur néolibéral. Il y a un lien direct, une alliance entre les forces néolibérales et les communautarismes. Avant la pause déjeuner, on n'en est pas là puisqu'il faut qu'on débatte. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, si je dirais un seul mot, c'est qu'il faut lier la bataille pour une nouvelle république sociale à la bataille de la laïcité. Et que ma conviction, c'est que si on ne fait pas les deux à la fois, on participera au recul de la laïcité, même si on a des discours laïques. Et c'est effectivement ça qui nous différencie d'autres organisations laïques qui défendent le même principe que nous, mais qui pensent qu'on peut faire avancer un principe, quel que soit le modèle politique environnant. Et c'est là ce qui fait notre singularité, c'est cette vision holistique, c'est qu'il faut la République sociale pour avoir la laïcité, il faut la laïcité pour avoir la République sociale. Je vous remercie de votre attention.